Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Ce mois-ci, la thématique était physiologie et accouchement. C'est pourquoi, pour l'épisode du mois consacré aux professionnels travaillant dans les maisons de naissance, nous avons invité Julie, sage-femme. Elle vient nous parler de cette thématique du point de vue de sa profession et du contexte particulier de ce type de structure. Après avoir toujours su ce qu'elle voulait faire, elle est arrivée en maison de naissance et n'est pas déçue du voyage. Aujourd'hui, Julie nous raconte son parcours. Nous aimerions également préciser que la qualité du son de cet épisode peut déranger. Ce problème technique est exceptionnel et nous espérons que vous saurez tout de même apprécier le récit de Julie. Bonne écoute! Bonjour Julie, bienvenue dans notre podcast. Bonjour. Bonjour Julie. Avant tout, on tient à te remercier d'avoir accepté de venir témoigner à notre micro. Nous sommes très contents de pouvoir écouter ton point de vue aujourd'hui sur les maisons de naissance. Et pour commencer, on va te demander de te présenter. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, j'habite dans le Tarn. Je suis sage-femme depuis 2010 et j'ai participé à créer le projet de la maison de naissance d'Oumaya, dans laquelle j'exerce encore. Merci. Avant de parler de ta vie professionnelle, est-ce que tu peux définir, avec tes mots, ce qu'est une maison de naissance ? C'est une structure autonome gérée par des sages-femmes où on accompagne les femmes tout au long de la grossesse, l'accouchement et pendant le postpartum, qui se fait à la maison et pas à la maison de naissance. Ça s'adresse aux femmes qui souhaitent un accouchement physiologique, donc sans péridurale et extra-hospitalier, et qui ont une grossesse à bas risque. Merci pour cette définition. Maintenant, nous allons tenter d'en apprendre un petit peu plus sur ton parcours avant de passer à notre thématique du jour. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où tu as été formée, nous raconter un peu ton parcours ? J'ai fait mes études à Toulouse, Ouais. À l'école de sage-femme de Toulouse, en faisant une année de médecine. D'accord. Et voilà, j'ai choisi le métier de sage-femme. Je voulais faire de l'accompagnement global, c'est ça qui me donnait envie avant de faire mes études. D'accord. C'est combien d'années d'études sage-femme ? Ça a varié dans le temps, moi c'était 5 ans. 5 ans. Oui. Et pour que nos auditeurs et nos auditrices en sachent davantage sur ton expérience, est-ce que tu peux nous dire si tu as travaillé dans d'autres structures ou d'autres contextes avant les maisons de naissance ? Alors j'ai travaillé dans une petite maternité de type 1, où il n'y a pas d'unité d'hospitalisation de nouveau-nés. Donc c'est des maternités qui accueillent un certain nombre de grossesses, mais qui sont souvent centrées sur la physiologie, parce que c'est ça qui m'intéressait depuis le début. Et c'était une petite structure où il y avait beaucoup de femmes qui souhaitaient accoucher sans péridurale, donc il y avait beaucoup d'accompagnement et voilà, une petite équipe aussi. Enfin, voilà, J'ai travaillé 2 fois 3 mois là-bas. Après, j'ai travaillé 1 an à Mayotte, dans ce qu'on appelle les maternités périphériques. C'est des maternités où il y avait que des sages-femmes aussi. Il n'y avait pas de médecins. Et donc, on organisait les transferts des femmes qui avaient besoin d'intervention en ambulance pour aller dans la plus grosse maternité. Donc c'était très intéressant parce que on était très autonomes, ça nous poussait à être très réactives et très performantes. Enfin voilà, ça nous poussait vraiment à exercer pleinement le métier de sage-femme. Fallait être sûr de nos diagnostics, de notre clinique. Indépendante quoi. Ouais, indépendante et on pouvait pas compter sur plein d'autres professionnels facilement. Donc ça aide à prendre de l'assurance. Oui, j'imagine. Voilà. Ouais, ça devait être instructif. Ouais. Et après, j'avais travaillé 6 mois dans la maternité partenaire avec laquelle on travaille actuellement. Ouais. Et après, j'ai exercé en libéral.
J'ai commencé par du libéral sans accouchement avant que la maison de naissance existe. D'accord. Et avec toutes ces expériences, comment as-tu connu les maisons de naissance? Ou as-tu entendu parler des maisons de naissance? À l'étranger, j'en ai entendu parler depuis longtemps, puisque ça m'a toujours intéressé, l'accouchement physiologique, donc j'en entendais parler quand ça existait dans d'autres pays depuis longtemps, depuis le début de mes études. En France, j'en ai entendu parler par une collègue qui faisait partie du groupe de travail pour l'élaboration du cahier des charges des maisons de naissance, qui a été établi juste avant l'appel à projet pour l'expérimentation des maisons de naissance en France. Qui date de quand? La loi sur l'expérimentation est passée en 2013, le cahier des charges c'était en 2014 et les maisons de naissance expérimentales ont été autorisées en 2015. Donc il n'y en avait pas avant 2015 des maisons de naissance? Non, en France, il y en a eu 9 qui ont été autorisées à fonctionner en 2015 et les premières, c'était en novembre 2015, donc les premières ont ouvert début 2016. L'ouverture des 8 maisons de naissance s'est faite sur un an, entre début 2016 et début 2017. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller travailler en maison de naissance? C'est quoi le déclic ou l'opportunité qui a pu se présenter? Et c'était l'expérimentation en France. Et je m'étais toujours intéressée à l'accouchement à domicile et à l'accompagnement global, comme je disais. Et je me sentais pas encore prête pour accompagner des naissances à domicile. Et donc les maisons de naissance m'ont paru une bonne opportunité de pouvoir exercer comme j'en avais envie, de pouvoir répondre à la demande des femmes d'accoucher en dehors de l'hôpital, d'avoir une alternative en fait, d'avoir un choix dans l'offre de soins. Comme il y avait l'expérimentation du ministère de la Santé, avec un financement, j'ai senti que il y avait une vraie volonté du ministère de la Santé d'expérimenter ces structures en France. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'y participer. Et voilà, et en fait après tout s'est enchaîné, on a constitué une équipe de sages-femmes, la maternité partenaire a répondu présente très réactivement et on a été autorisés, donc voilà. Donc tu faisais partie vraiment de la genèse de la maison de naissance, quoi. T'as pas rejoint le projet Non, ouais, on était assez vite, ouais. Je me demande comment vous avez créé justement le groupe de sages-femmes qui a monté le projet. Est-ce que vous étiez toutes des connaissances parce que vous aviez déjà travaillé ensemble, ou est-ce que en local, on va dire, vous vous êtes contactés? Enfin, comment s'est créé le groupe? On était plusieurs à se connaître. Il y avait un lien. Il y en a qui avaient travaillé ensemble et il y en a une qui avait travaillé avec celle qui avait travaillé avec celle. Enfin voilà, on se connaissait toutes un petit peu au moins. Du coup, quand on a constitué l'association, donc on était 6 au départ, et on a fait un appel à toutes les sages-femmes du Tarn pour savoir s'il y avait d'autres sages-femmes qui avaient envie de nous rejoindre. Mais il n'y a personne de plus qui nous a rejoints. Enfin voilà, on avait constitué ce groupe et on a voulu ouvrir à d'autres volontaires et on est resté ce groupe-là. On était 6, il y en a une qui a arrêté parce que c'était pas dans la maternité où elle travaillait que ça s'est fait, enfin pas avec la maternité partenaire dans laquelle elle travaillait. Et après, il y en a 2 qui nous ont rejoints très rapidement dans le groupe. Donc on était 7 sages-femmes fondatrices, quoi, pour avoir monté le projet. C'est intéressant que tu parles d'alternative même du côté des sages-femmes entre l'accouchement à domicile et l'hôpital, puisque c'est ce qu'on entend beaucoup dans nos récits. Comme quoi la maison de naissance propose vraiment cette alternative entre les deux et rassure beaucoup de gens. Du coup, je trouve ça assez rigolo que ça revienne à nouveau dans le récit professionnel. Du coup, maintenant qu'on comprend bien un peu ton parcours, on va partir sur notre thématique du jour, qui est celle de la physiologie en maison de naissance. Oui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette thématique? Comment, d'après toi, respecte-t-on la physiologie de la naissance en maison de naissance? C'est un vaste sujet. C'est vraiment notre cœur de métier, de ce qui nous anime au quotidien. On essaye de le faire... ça se fait dès le suivi de grossesse et tout au long du suivi de grossesse, de la préparation à la naissance, parce que c'est beaucoup de la prévention, de la prévention et de la préparation. Pendant la grossesse, on essaye de connaître, de prendre le temps de connaître les gens. Donc on fait des consultations qui sont assez longues. La personne enceinte et le coparent puissent s'exprimer au maximum.
et que nous on les connaisse. C'est vraiment l'accompagnement global, hein, ça aide vraiment à respecter la physiologie parce que ça nous permet de mieux connaître les gens et d'affiner la perception qu'on en a et de comment les accompagner le jour J. Vraiment ça c'est quelque chose qui est très important parce que plus on connaît quelqu'un et plus on va pouvoir appréhender ses réactions de façon plus proche de ses besoins. C'est-à-dire que on va vite être alerté ou pas alerté par une réaction forte émotionnelle quand on connaît la personne. Si on sait que c'est quelqu'un qui est très expressif, ben on sait que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'exprimer. Si c'est quelqu'un qui exprime peu, si tout d'un coup elle exprime quelque chose de très fort, on va dire voilà, c'est vraiment très fort ce qui se passe. Enfin voilà, ça nous permet d'affiner l'accompagnement. La physiologie, ce qu'on peut en dire, c'est le bon fonctionnement du corps et psychiquement aussi. Mais c'est vraiment une alliance des deux, quoi. Oui. C'est quelque chose que vous cherchez à rassembler presque, en fait, aussi dans la physiologie, le corps et l'esprit. Oui, tout à fait. Pour pouvoir se préparer au mieux. Et du coup, on se demandait plus précisément, enfin, on parle souvent de position, enfin, comment vous aidez peut-être le jour de l'accouchement ces femmes-là, comment c'est proposé, parce que j'ai le souvenir qu'on a parlé notamment pendant la visite de la maison de naissance de positions et de fiches qui présentent tout un tas de positions physiologiques qu'on peut prendre pour faire avancer le travail, notamment avec le coparent ou quoi que ce soit. Et comment vous induisez ça, comment c'est proposé? Tout le long de la grossesse, on essaye de renforcer la confiance que la femme a en son corps et de lui donner confiance en son corps. Parce que à la base, le corps sait accoucher, puisque sinon on ne serait pas là. Alors ça ne veut pas dire que tous les accouchements sont parfaits et qu'il n'y a pas parfois des complications, mais c'est quand même un système et une organisation du corps qui fonctionne plutôt bien. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de soit transmettre, soit renforcer tout le long de la grossesse pour que la femme, elle ait le plus confiance en elle et qu'elle puisse essayer de suivre les sensations de son corps. Et pour les positions, c'est ça, par exemple, on montre des exemples parce qu'il y a les gens qu'on suit, ils n'arrivent pas tous avec les mêmes bagages. Il y a des femmes qui viennent et qui se sont déjà beaucoup renseignées sur la naissance, qui connaissent plein de choses. Et il y a des femmes très très peu qui ont quelques images, des fois un peu des stéréotypes ou des choses du cinéma qui sont pas du tout réalistes. Donc on apporte un peu ces exemples de positions, on en fait essayer certaines et on explique aussi beaucoup que la femme, elle va pouvoir suivre les sensations de son corps le jour de la naissance et que son corps va la guider. Voilà, ça c'est une façon de vraiment essayer de respecter la physiologie, c'est qu'on laisse les femmes bouger comme elles le souhaitent, qu'elles suivent les mouvements de leur corps, ce que la douleur les guide ou les sensations les guident, et qu'elles puissent vraiment bouger comme elles en ont besoin, parce que plus elles prennent les positions qu'elles veulent, plus ça va aider le bébé à descendre et à avancer dans le bassin. Ça va abaisser le seuil de douleur et ça va les aider à continuer à traverser l'accouchement. Tout à l'heure, tu parlais de la notion de suivi et donc de la connaissance réelle, profonde de la patiente. Souvent, des femmes ont des souhaits, particulièrement quand c'est leur premier enfant, qui vont dire « Ah mais moi j'aimerais bien accoucher dans l'eau, pas dans l'eau, plutôt dans telle position ou avec telle ambiance. » Il y a quelque chose un peu peut-être soit d'idéal, soit vraiment elles pressentent que c'est quelque chose qui va les mettre dans de bonnes conditions. Comment justement avec ce que tu viens de nous dire, qui est vraiment pratico-pratique, les positions, la descente du bébé et tout ça, comment vous arrivez aussi à prendre en compte les souhaits des femmes, leurs envies qui peut-être pour vous paraissent déjà de base, des fois un peu trop irréalisables, parce que vous percevez des choses chez la femme ou justement tout à fait imbricables avec la physiologie. En fait, ce qu'on essaye, quand on sent quelque chose d'un peu trop idéal pendant la grossesse, on essaye d'expliquer que l'accouchement, il y a une part d'inconnu et d'improvisation totale. Et qu'on peut avoir des envies, mais il faut pas que ce soit une pression et un idéal à tout prix à réaliser. Parce que ça met une certaine pression, et voilà. Après, des envies, nous, on n'a pas vraiment, on peut pas dire... on peut pas se permettre de dire cette femme elle a envie de ça mais on pense pas qu'elle va faire ça pour son accouchement parce qu'en fait on n'en sait rien. Pour nous aussi c'est de l'improvisation totale, chaque naissance nous surprend toujours, il y a toujours des choses auxquelles on s'attendait pas, qu'on peut pas prévoir. On peut juste faire travailler les gens sur le fait qu'il n'y a pas un idéal et une bonne façon d'accoucher,
mais se laisser porter par ce qui va venir. Et les femmes qui ont envie de l'eau, il y en a qui vraiment arrivent ici avec l'idée, moi j'aimerais pouvoir accoucher dans l'eau, et on leur dit, si c'est ce qui se présente le jour J, et que t'es bien dans la baignoire, et que t'es bien, pourquoi pas, mais sache que peut-être que tu y seras pas bien, et voilà. Et il y a des femmes qui finalement accouchent dans l'eau, et puis il y en a qui arrivent avec cette idée-là, et qui n'accouchent pas dans l'eau, mais qui sont quand même très contentes de la façon dont on travaille, à ce que ce soit pas une déception si ça ne passe pas comme leur idéal. Oui, c'est important. Juste pour terminer, quand je disais peut-être quelque chose d'irréalisable ou quoi, c'était vraiment qu'ils puissent rentrer justement en contradiction avec la notion de physiologie. Vous vous dites pas que c'est pas réalisable techniquement, mais qui pourrait perturber, pour une raison ou pour une autre, la descente physiologique ou justement l'écoute de son corps. Là, dans ce que tu dis, ce qui me vient, c'est par exemple des parents qui souhaitent venir avec leurs enfants aînés. Et ça, on travaille bien à quelle est la motivation, pourquoi il y aurait la présence des aînés. Pour nous, c'est envisageable s'il y a un adulte supplémentaire pour s'en occuper, en plus du coparent ou de l'accompagnant. Et on demande à avoir rencontré les enfants, qu'ils soient venus, après ça dépend de l'âge, mais qu'ils soient venus avant, qu'ils connaissent le lieu, et de bien que la maman ait pu bien expliquer aux enfants comment ça allait se passer, qu'elle peut crier par moment, que ça peut être un peu impressionnant, et de bien avoir expliqué à la maman que la présence des enfants ou d'autres accompagnants peut être... est-ce qu'elle va se sentir complètement libre dans son expression et dans sa façon de vivre son accouchement. Après, il y a des fois des questions, des choses où nous, on peut pas dire oui par rapport à notre fonctionnement et notre façon de travailler, soit les locaux, la structure, soit nous, les limites qu'on a en tant que sage-femme. Mais pas de choses qui paraissent limiter complètement la physiologie. Moi, je me demandais à plusieurs reprises dans les récits, en tout cas c'est revenu, je me souviens d'une fois dans un récit qu'on a pu entendre, une femme qui était dans une position et la sage-femme lui a proposé de changer de position. Et donc c'est la sage-femme qui a été actrice à ce moment-là de ce mouvement. Et la dame disait non, flemme, j'ai pas envie, là je suis bien comme ça. Et donc avec son mari et la sage-femme l'ont vraiment incité à changer de position. Et je me demandais à ce moment-là du coup le rôle de la physiologie, qu'est-ce qui avait fait que cette sage-femme, c'était pas toi en l'occurrence, oui. Mais j'imagine que tu peux avoir une idée de ce qui a traversé l'esprit de cette dame. Et des fois en fait on voit que le bébé a du mal à avancer. Ça c'est plutôt à la fin quand le bébé il est déjà bien engagé dans le bassin, et on voit que ça avance pas beaucoup. Et en fait à ce moment-là quand le bébé il avance, souvent ça fait mal. Et il y a des femmes qui ont des fois un peu peur de prendre une position où elles sentent que le bébé avance beaucoup. Et du coup la peur de la douleur maintient dans une certaine immobilité qui fait que ça ralentit la progression du bébé. Il y a cette situation-là. Et donc du coup, à ce moment-là, notre rôle, c'est de dire, vas-y, tu peux le faire, et il faut que ton bébé, il avance à un moment, quoi, et allez, même si ça fait peur, même si ça fait mal, vas-y, tu vas y arriver, tu peux le faire. Et quand on trouve que ça commence à faire long, ou quand il y a une petite chose qui nous met la puce à l'oreille, ou après, d'autres situations, c'est... où ça avance pas, et c'est pas, la femme elle a pas peur de la douleur, mais c'est qu'en fait c'est tellement puissant ce qui se passe où elle peut être fatiguée et elle peut avoir du mal à bouger, et bouger à la fin du travail, des fois pour certaines femmes c'est très difficile, quoi. Donc se tourner c'est toute une entreprise, et donc du coup il peut y avoir une sensation de non, je veux pas bouger, c'est trop dur. Mais en fait ça peut aider. On va inciter une femme à bouger que si on voit que ça avance pas, ou que ça commence à être long à ce stade-là de l'avancée de l'accouchement, quoi. Il me semble qu'une phrase qu'elle avait dit, c'était que la sage-femme donc lui avait dit à ce moment-là, bébé n'aime pas trop cette position. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, mais alors ça peut être en fait que elle pouvait commencer à avoir des petites anomalies du rythme cardiaque, petits ralentissements, et en fait, des fois, selon la position de la maman et du bébé dans le ventre, il peut y avoir une compression du cordon. Oui. Et du coup, en fait, en faisant bouger la femme et bouger le bébé, on peut lever cette compression. Oui. Et si en faisant bouger la femme, on voit que le rythme cardiaque redevient normal, c'était juste une toute petite compression du cordon, et ça permet de voir que c'est pas un bébé qui est en difficulté vraiment, c'était juste une position qui lui convenait pas, quoi. Donc oui, ça peut être un motif d'aider à maintenir dans la physiologie, quoi. Et après, une autre chose qui me vient
pour dire vraiment comment respecte-t-on la physiologie de la naissance, c'est qu'on essaye de respecter au maximum les besoins individuels des parents. Et donc, comme tu disais, les parents, ils arrivent avec des souhaits, des fois, plus ou moins, pour l'accouchement. Et enfin voilà, quand ils ont des souhaits, on essaye de les respecter au maximum. Et pendant le travail, on dose notre présence aussi dans la chambre en fonction des besoins. Il y a des parents qui ont beaucoup besoin qu'on soit là. Il y a des parents qui sont assez autonomes et que du coup on va sortir de la pièce par moment, ou bien que pour faire les surveillances, et on les laisse vivre l'accouchement comme ils ont envie de le faire, quoi. Et puis ça évolue au cours du travail aussi. Il peut y avoir des moments où il y a besoin qu'on soit beaucoup là, des moments non. Et ça, c'est voilà, l'accompagnement comme on dit, une femme, une sage-femme, ça permet vraiment de pouvoir répondre à ça et d'être disponible quand il y a besoin, mais pas toujours là non plus, quoi. Il y a des moments où les parents ils peuvent avoir besoin d'être tout seuls, ou la femme qui accouche elle peut avoir besoin d'être toute seule aussi, des fois même sans le coparent, sans l'accompagnant, le petit temps où elle est toute seule. Moi, je pense à un autre point plus pragmatique, notamment aussi qui vient un peu de nos récits, et quelque chose aussi qui vient peut-être de l'imaginaire collectif aussi, comme tu disais, des films, ce genre de choses. Et notamment, j'ai souvenir de naissance où la tête est sortie et les parents se retrouvent seuls face à ça, puisque là, en l'occurrence, c'était un accouchement inopiné, où ils n'ont pas pu aller jusqu'à la maison de naissance. Et notamment, on parle souvent d'induire les épaules, d'induire toutes ces choses-là, et je me demandais, et eux, ils savaient pas trop où en venir, et du coup, ils ont rien fait, ils ont laissé faire comme ça venait. Et la question se pose par rapport à cet imaginaire, qu'est-ce qu'il en est en maison de naissance, au moment vraiment de l'expulsion du bébé, quel est votre rôle en tant que sage-femme Notre rôle, c'est toujours d'assurer la sécurité, voilà, du bébé et de la maman. À ce moment-là, quand le bébé naît, on n'intervient pas, on accueille le bébé, on le réceptionne, on met les mains en dessous pour l'accueillir, quoi. On n'aide pas, on n'accompagne pas pour la sortie des épaules ni de la tête, sauf si il y a besoin, sauf si on voit que le bébé avance doucement, ou que voilà, il y a une difficulté des épaules ou une dystocie, à ce moment-là on intervient. Mais sinon on ne fait pas de manœuvre en systématique pour la sortie du bébé, et il y a régulièrement des parents qui nous demandent que ce soit un des deux qui attrape eux-mêmes leur bébé, et à ce moment-là on propose selon la position. On dit toujours que ça va dépendre de la position de la maman, parce que ça dépend comment elle est. Mais voilà, c'est très régulièrement possible que ce soit le coparent qui accueille le bébé ou la maman elle-même. C'est quelque chose qu'ils induisent même dans les césariennes maintenant, de ce que j'ai entendu, que le parent puisse attraper dans toutes circonstances son bébé. Moi je l'ai entendu beaucoup. Et oui, une autre façon un autre point pour aider à respecter la physiologie, c'est de bien la connaître. Et ça, c'est quelque chose où, pendant les études de sage-femme, en France, les études sont très centrées sur la pathologie. Et du coup, on fait beaucoup de lectures, on fait des analyses de pratique autour de tous les sujets de l'accouchement et de la grossesse, en essayant d'augmenter nos connaissances sur la physiologie. Parce que plus on la connaît, et plus on peut la respecter. Et ensuite, pendant la grossesse et la préparation à la naissance, notamment, d'expliquer aux parents le fonctionnement normal du corps, le fonctionnement normal, le déroulé normal d'un accouchement, pour qu'eux aussi ils aient des repères et qu'ils sachent ce qui est normal dans un accouchement, ce qui peut se passer. Et ça contribue à ce qu'ils voient, qu'ils aient des points de repère dans le déroulé de l'accouchement. Parce qu'en plus, tout le monde ne s'est pas forcément intéressé à la question, comme tu disais au début, avant d'accoucher. Donc c'est intéressant que vous soyez là justement pour apporter cette connaissance qui, du coup, les concerne forcément à ce moment-là de leur vie. Voilà, on essaye de partager nos connaissances au maximum avec les parents, mais en fonction des besoins aussi. Il y a des parents qui veulent beaucoup d'informations sur tout, et il y en a qui veulent le minimum. Et donc ça, voilà, nous il y a des choses minimum qu'on souhaite dire aux parents pour qu'ils aient un minimum de repères, et surtout de savoir quand nous prévenir ou des choses comme ça. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent plein d'informations, on en donne beaucoup. S'il y en a qui en veulent peu, on en donne peu. On s'adapte un peu aux besoins, quoi. Dans l'idée d'autonomiser les gens au maximum, de les rendre acteurs de leur santé et de leur parcours de parents, parce que ça les amène vers la confiance. C'est une des façons aussi de favoriser la physiologie. Puisque plus on est en confiance, plus il y a des chances que ça aide à ce qu'il y ait moins de peur, de douleur, de difficultés.
Oui, c'est juste. Maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes la thématique de la physiologie de la naissance en maison de naissance, nous aimerions connaître un peu plus les moments marquants de ta carrière sur le sujet. On aimerait savoir si notamment tu as des souvenirs par rapport au suivi que tu as pu entreprendre de manière générale, de certains moments où cette question de la physiologie de la naissance, donc vraiment, où c'est ressorti, où ça a été plus présent. Des petites anecdotes que tu peux avoir, que ce soit directement dans la pratique que tu as eue, dans les actions que tu as pu faire, où tu t'es dit on est en plein dedans là, ou bien avec les échanges avec les parents, les choses qui sont ressorties. Je vais peut-être revenir à ce qui m'a le plus marqué, ce dont je n'ai pas parlé dans mon parcours. C'est quand j'étais étudiante, j'ai fait un stage avec une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile, puisque c'est ça qui m'intéressait depuis le début. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu 2 naissances pendant mon stage, des accouchements très différents. Et le premier, c'était un premier bébé et ça a duré toute la nuit et c'était très long et c'était difficile et on a beaucoup soutenu la maman. Elle allait bien, elle voulait pas du tout aller à la maternité, le bébé allait bien, donc elle a été accompagnée. Et l'autre accouchement, on est arrivé, elle avait, c'était son 2e enfant, elle avait très peu de contractions et ça s'est précisé très peu de temps après qu'on soit arrivé et ça a été très court. Et là, on n'a pas fait grand-chose, puisqu'on était juste, juste les gestes minimums, mais c'était une femme qui a accouché vraiment sans beaucoup de besoins extérieurs, mis à part juste la présence d'une sage-femme, quoi, et son conjoint qui était là. Et ça m'a donné vraiment 2 exemples. Un accouchement, ça peut être tellement simple, mais ça peut être aussi difficile. Mais c'est ça la physiologie, quoi. Il peut y avoir de la simplicité ou de la difficulté. Finalement, tu parles, donc ton stage c'était un accouchement à domicile, c'est ça ? Oui. Mais c'est la même idée finalement que la pratique en maison de naissance, du fait d'intervenir ou de se retirer. Voilà, il y a énormément de similitudes entre l'accouchement à domicile et l'accouchement en maison de naissance. Au niveau de l'accompagnement qu'on fait et des soins qu'on donne aux mamans et aux bébés, ça ressemble beaucoup. La grande différence, c'est que les gens ne sont pas chez eux à la maison de naissance, ils sont pas dans leur cocon, et qu'on est juste à côté d'un hôpital. Mais sinon, dans la façon d'accompagner, ça se ressemble beaucoup. Au niveau du matériel qu'on a pour les soins d'urgence, c'est très similaire. Enfin, voilà, c'est une pratique qui a beaucoup de points communs. Et après, une autre anecdote qui m'est venue, c'était une femme qui a accouché en maison de naissance. Pareil, c'était un accouchement, c'était son premier, c'était un accouchement assez rapide. Après, c'est toujours du point de vue extérieur qu'on dit ça. Mais elle est arrivée, elle était déjà en fin de travail et elle a accouché dans l'eau 1 heure ou 2 après. Donc pour un premier, c'est vrai que c'est quand même assez rapide. Et on était 2 sages-femmes comme toujours, et on l'a encouragée, rassurée, mais c'était notre présence, on voyait qu'elle avait besoin qu'on soit là, mais on faisait pas grand-chose, elle avait pas besoin de beaucoup plus, quoi. Et après l'accouchement, le papa est venu nous dire qu'il était très surpris de l'accouchement encore, c'était sa première expérience, il dit qu'il y connaissait pas grand-chose avant et que il découvrait tout au fur et à mesure et il nous a dit c'est un peu bizarre à dire mais en fait grâce à vous elle a pu accoucher toute seule, quoi, c'est super et voilà, c'est beaucoup ça la physiologie, c'est juste d'aider les femmes à pouvoir accoucher elles toutes seules, quoi. Ouais. Tu disais justement que pendant tout l'accompagnement, il avait aussi dit que il avait appris des choses justement sur la physiologie, et c'est peut-être quelque chose que t'as moins dit avant, mais avec cette anecdote, c'est qu'on comprend que la physiologie, c'est pas juste la femme avec sa grossesse, mais ça inclut aussi la personne qui sera présente au moment de l'accouchement, le rôle qu'elle peut avoir justement pour accompagner tout ça au-delà de vous, sage-femme, en fait. Complètement, oui, complètement. Le coparent pendant la grossesse et le jour de l'accouchement et après, oui, c'est un rôle énorme. L'entourage aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont des fois très soutenues par leur entourage dans le projet d'accoucher en maison de naissance, et d'autres pas du tout, qui sont même découragées. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de... Autant quand elles sont encouragées, ça les porte, autant quand elles sont découragées, ça nous demande un travail de soutien et de renforcement de la confiance à chaque rendez-vous, quoi. Ouais, donc l'accompagnement autour, l'entourage, le partenaire et puis la famille proche, c'est très important.
Moi, je me demandais si tu avais souvenir ou si vous aviez pu accompagner, ou si tu avais pu accompagner un couple qui s'est retrouvé à accoucher de manière inopinée, ou peut-être cette question de la physiologie a pris son sens aussi, puisque quand on se retrouve seul, finalement, avoir pu apprendre notamment cette notion de la physiologie, est-ce qu'il y a eu des cas comme ça Alors, oui, des accouchements inopinés, il y en a eu à domicile. Il y en a un, c'était un peu particulier. Il y en a un autre où, en fait, ils avaient déjà accouché c'était leur 3e, ils avaient déjà accouché 2 fois à la maison. Et donc, du coup, finalement, c'était très simple pour eux d'accoucher à la maison aussi, quoi. La physiologie était bien ancrée. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était... Ça s'accompagne par téléphone, la physiologie. C'est ça ma question. Je me dis comment on présente la physiologie par téléphone, parce qu'on fait aussi le maximum du travail à la maison, en général. Je me demandais comment on prépare à ça, ou comment on aide à ça quand il y a des coups de fil, ou comment ça s'est ramené à cette physiologie de manière vivante. Eh ben oui, on essaye de toujours demander comment elle se sent, de rassurer, de voir, de demander les signes et de rappeler, tu te rappelles, on avait parlé de ça en préparation à la naissance, donc là t'as ça... Ok, donc tu vois, t'es pas encore dans cette phase-là, donc c'est bien de prendre encore un peu le temps à la maison avant de venir. Ou alors, t'as ça, ok, là c'est le moment de venir alors. Voilà, mais c'est toujours du tâtonnement et on pousse toujours les gens à s'écouter vraiment aussi et d'essayer d'écouter les gens parce qu'il y a... Même quand c'est le premier bébé que les gens ne connaissent pas, ils sentent des choses, ce qui se passe dans leur corps, soit la personne qui accouche, ce qui se passe dans son corps, soit le coparent à côté et qui voit par son observation, qui peut voir des choses, même s'il connaît pas, il peut avoir des bons points de repère quand même. Moi, ce que je trouve impressionnant justement, c'est toute cette phase où les sages-femmes ont la capacité, avec quelques paroles, ou des fois, si la femme est assez avancée dans son travail, juste en écoutant ses contractions, sa respiration, ce genre de choses, la capacité que les sages-femmes ont de se repérer et d'aider les parents à se repérer par rapport au moment de venir à la maison de naissance. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que il n'y a pas tant de ça d'accouchement inopiné. En général, les gens arrivent à temps, plus ou moins. Et je pense qu'il faut vraiment connaître pas mal la physiologie et être à l'écoute des patients, en fait, pour arriver à à trouver le moment, justement, un peu subtil du déplacement, quoi. Oui, mais c'est un éternel questionnement, hein. Moi, à chaque appel que j'ai, je me dis, est-ce que ça va être bien le bon moment, est-ce que je vais réussir à évaluer avec les parents si c'est le moment de venir ou pas. Mais oui, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille tout le temps. C'est le fruit de l'observation. C'est là aussi où la connaissance de la personne rentre en jeu. C'est beaucoup plus facile quand c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'on va connaître si c'est quelqu'un qui a facilement des peurs, qui a des doutes, l'appréhension de la route, selon la distance aussi que les gens ils ont à faire pour venir à la maison de naissance. Ça joue. Enfin voilà, mais c'est vrai que ça c'est un apprentissage permanent. Parce que mine de rien, la physiologie, comme tu disais, c'est subjectif. En fait, on est tous faits différemment aussi. Complètement. Les accouchements vont plus ou moins vite. Donc en fait, c'est de l'adaptation systématique et quotidienne. Oui, c'est de l'improvisation permanente. Il n'y a pas de réelle définition. Oui, les sensations, c'est très subjectif, la façon dont on a de les décrire. Oui. Ça, c'est très propre aussi. C'est pour ça que tu disais cet accompagnement qui fait qu'on sait, en fonction de comment la personne exprime les choses, ce que ça veut réellement dire dans le sens, justement, biologique. Ou pas. Oui, voilà, ça nous aide, en tout cas, ça nous oriente. Ouais. Parce que, pareil, on se fait toujours surprendre, mais ça nous oriente sur... le fait de connaître la personne, ça nous aide à mieux appréhender, Et je voulais savoir par rapport à ton anecdote où le papa il dit justement que la maman avait pu accoucher toute seule grâce à tout cet accompagnement. Est-ce que la maman elle a eu ce sentiment aussi ? Oui, de pouvoir... oui, elle s'était sentie accompagnée et soutenue et de pouvoir être autonome, quoi, et de pouvoir elle accoucher comme elle avait envie. Et elle est revenue pour son 2e. Elle était très contente aussi. C'est chouette. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de l'après, la physiologie, juste de l'après du postpartum. Oui. Parce qu'il y a aussi tout un pan de physiologie, j'imagine, après, qui
Et ben ça, c'est pareil, c'est beaucoup de discussions pendant la grossesse pour expliquer ce qui va se passer dans le corps, comment ça va se passer, quelle est la façon d'aider le corps à se remettre après, quels sont les soins qu'on peut prodiguer, le besoin de repos, notamment qu'on essaye de toujours expliquer voilà, et rappeler. Ben, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que voilà, d'une femme qui est... on va toujours aussi adapter notre accompagnement à la réalité de la personne. On essaye d'être beaucoup sur un échange je l'ai pas dit, mais de égal à égal, et de donner de l'information et d'après aider les gens à décider de ce qu'ils ont envie en fonction des informations qu'on donne. C'est sûr qu'il y a selon la réalité, si c'est un premier enfant ou pas un premier, selon la disponibilité du coparent, selon l'entourage familial, les conditions de vie. Une femme, elle va pas pouvoir faire la même chose après son accouchement. Selon tout ça, il y en a qui vont facilement pouvoir se reposer et d'autres où ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a le tempérament de la personne aussi, enfin, tout ça, voilà. On va toujours essayer d'accompagner vers ce qui est le plus réaliste dans cette situation-là et qui va le plus aider la femme que la femme puisse se remettre et traverser cette période d'après-accouchement. Justement, tu parlais de la relation d'égal à égal, et je me demandais s'il n'y avait pas une anecdote dans ton parcours qui pouvait faire écho à ça. Oui, il y a une femme qui me l'avait dit et elle avait énormément apprécié l'accompagnement ici, à la maison de naissance, même si elle avait été réorientée en fin de grossesse et qu'elle avait accouché à la maternité, parce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait pas patiente et qu'elle se sentait juste une femme et que ça l'avait aidée à être actrice dans son parcours et qu'elle appréciait beaucoup cette sensation-là. Et c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là que, ça m'a fait, quand elle m'a dit ça m'a fait réaliser quelque chose, quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est vraiment, moi je suis super contente qu'on réussisse à ce qu'elle se sente femme, quoi. Et pas, le rôle de patient qui est un petit peu, qui induit clairement quelque chose de passif. Elle est patiente, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que malgré la réorientation, finalement elle aura quand même eu tout un parcours qui l'aura vraiment accompagné dans le respect de la physiologie, à comprendre tout ça et sans doute aussi à accepter et bien vivre, mieux vivre sa réorientation que si justement il n'y avait pas eu cette sensibilisation en amont. Et oui, ça c'est un retour que plusieurs parents nous ont fait, que malgré une réorientation ou un transfert, ils avaient quand même retiré des bienfaits de la préparation à la naissance qu'ils avaient fait avec nous, que ça les avait, la connaissance de la physiologie les avait aidés à se sentir préparés et à pouvoir amener des choses dans leur accouchement à la maternité, quoi. Et c'est ce qu'on travaille à faire aussi. On dit beaucoup aux gens qu'on ne sait pas si l'accouchement va avoir lieu avec nous, mais que c'est pas ça le principal. Hein. Le principal, c'est de se sentir prête à accoucher, quel que soit le lieu. C'est pas le lieu qui fait l'accouchement, c'est comment on se sent soi pour accoucher, quoi. Tu parlais de passivité tout à l'heure, et notamment, je pense au bébé qui a un peu une certaine passivité parfois, et je pensais aux soins de bébé. Notamment, ça me rappelle, moi, quand j'ai accouché, et j'ai été surprise, par exemple, qu'on ne mesure pas le bébé tout de suite. Et pour moi, ça rentre dans le cadre de la physiologie. Je me demandais ce que tu pouvais parler de physiologie sur même ce que vous apportez au bébé directement, qui, d'une certaine manière, a cette passivité naturelle que il sait pas faire grand-chose, et on a tendance... parfois à prendre le dessus sans s'en rendre compte même. C'est vrai que le nouveau-né, donc on essaye de faire le moins de gestes dessus et de le laisser s'adapter au changement et à la vie extra-utérine, parce que c'est un gros bouleversement quand même pour lui. De faire juste les choses qui l'aident et de le perturber le moins possible dans tout le travail qu'il a à faire. Donc à la naissance, soit c'est nous qui l'accueillons, soit c'est les parents. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on l'essuie, on le sèche, le minimum qu'on fait pour pas qu'il ait froid. On chauffe les chambres avant pour le bébé, c'est pour le bébé qu'on fait que les chambres soient chaudes. Et que des fois pour les mamans c'est dur parce qu'il fait trop chaud. Voilà, on explique que c'est pour ton bébé. Souvent ça convainc bien. Et après, on laisse beaucoup les parents faire. Il y a des fois où on pose le bébé devant les parents et c'est les parents après qui viennent le rencontrer à leur rythme.
et lui apporter les soins. Pour la prise du sein, ça on a expliqué aux parents pendant la grossesse que l'enfant il va avoir à un moment, il va montrer qu'il commence à être prêt à mettre en place son réflexe de succion et que c'est à ce moment-là qu'on peut lui proposer le sein. Et donc ça, soit on guide les parents, soit on laisse les parents faire pour le mettre devant le sein. On va faire l'examen clinique complet 2-3 heures après la naissance, sauf avant bien sûr s'il y a quelque chose qui nous interpelle. Mais sinon on va le faire après la première tétée. On commence l'examen en général le bébé il est en peau à peau encore avec ses parents, donc on commence l'examen quand il est sur ses parents et on le sépare de ses parents que pour la pesée et les choses qu'on peut regarder, qu'on est obligé de faire ailleurs. Voilà, on fait dans l'examen que les choses indispensables à savoir à cet âge-là, à ces heures de vie-là. Et c'est vrai qu'on le mesure pas. On le mesure que à 2-3 jours de vie parce que il est très recroquevillé encore et le mesurer, ça lui demande de s'étirer beaucoup et du coup on le fait au bout de 2-3 jours, le bébé il est déjà un petit peu plus déplié et on le fait à ce moment-là. Enfin voilà, on essaye de toujours faire les soins minimum indispensables avec le maximum de précautions. Ouais. Mais d'ailleurs tu parles, là on est passé de la maman au bébé et je me demande, je sais pas si ça rentre dans le cadre du respect de la physiologie, mais le fait pareil de laisser faire la délivrance, est-ce que ça rentre dans le cadre du respect de la physiologie justement de pas intervenir sauf si besoin évidemment au moment justement de la délivrance du placenta? Oui, complètement. Parce que la délivrance, c'est la dernière phase de l'accouchement, ça fait partie de l'accouchement. Et ça, c'est une grande discussion sur la connaissance de la délivrance et la délivrance naturelle, d'essayer de favoriser la sécrétion d'ocytocine naturelle et de laisser la femme se mettre dans la position aussi qu'elle sent et qu'elle a envie pour faire sortir le placenta et d'accompagner cette phase. En l'ayant expliqué encore une fois aux parents pendant la grossesse pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et à ce que ça se passe de façon la plus physiologique possible. Ouais. Écoute, maintenant qu'on a un peu fait le tour de ces choses-là, j'aimerais te demander pour finir si tu peux nous dire ce que t'a apporté le fait de travailler en maison de naissance. Ça m'a amené de la satisfaction de pouvoir accompagner les accouchements comme j'ai envie et de vivre pleinement mon métier de sage-femme. J'ai l'impression que quand en tant que sage-femme on souhaite accompagner des accouchements en maison de naissance, c'est une façon de le faire vraiment pleinement et de façon autonome. Et la satisfaction aussi de répondre aux demandes des parents qui souhaitent un accouchement différent de ce qui peut être proposé à la maternité. De pouvoir répondre à l'offre de soins, d'offrir un modèle de soins qui n'existait pas forcément avant, pour que les parents puissent avoir le choix. En fait, pour moi, ça c'est très important que les parents puissent avoir le choix d'accoucher dans l'endroit où ils se sentent en sécurité. Le sentiment de sécurité, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la façon de respecter la physiologie, pour moi, c'est que la personne qui accouche se sente en sécurité. Et il y a des femmes qui vont se sentir en sécurité à l'hôpital. Celles-là, c'est vrai qu'elles ont la chance que ce soit une offre de soins qui est très largement présente sur le territoire, donc c'est plus facile d'y accéder. Et il y a des femmes qui se sentent en sécurité en maison de naissance ou dans leur domicile. Et le fait de pouvoir laisser le choix et de renforcer cette sécurité en amenant le matériel, la présence d'un professionnel quand c'est ce que les parents souhaitent, ça conforte la physiologie puisque ça renforce la sécurité des parents. Nous, on a créé ce podcast pour promouvoir les maisons de naissance, mais c'est justement puisqu'il n'y a pas beaucoup de représentation de maisons de naissance en France et que ça permettrait davantage de choix. L'idée de permettre de choisir l'endroit où on se sent en sécurité. Il n'y a pas beaucoup non plus de sages-femmes à domicile, mais ça se pratique un peu partout. Et les maisons de naissance sont encore plus restreintes que les sages-femmes à domicile. Et les hôpitaux, il y en a un peu partout. Donc on a vraiment cette question avec le podcast aussi d'envisager qu'il y ait plus de pluralité dans les choix. Avant de nous quitter, on aimerait te poser une toute dernière question. Est-ce que tu aurais une petite astuce, un petit tips, un petit remède de grand-mère à partager pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se préparent à accoucher physiologiquement? Juste faites-vous confiance, faites confiance à votre bébé. Ouais, à la physiologie. Voilà. Et même si c'est pas toujours l'accouchement rêvé, plus vous allez vers la confiance, plus ce sera un beau moment. Ouais, quelle que soit l'issue finalement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage.
On espère que nos auditeurs et auditrices, professionnels ou non, pourront retrouver tes réponses à travers des discussions comme celle-ci. On est ravis d'avoir pu recueillir tes propos et on te souhaite une belle carrière pleine de jolies naissances. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Julie. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.